Il n'y a qu'une méthode pour inventer, qui est d'imiter. Il n'y a qu'une méthode pour bien penser, qui est de continuer quelques pensées anciennes et éprouvées. Cette idée est l'exemple d'elle-même, circonstance favorable à la réflexion, car elle semble d'abord tout à fait ordinaire et assez faible, mais aussi elle n'est réellement familière qu'à celui qui a coutume de regarder souvent derrière lui. Et si l'on va jusqu'à parcourir de nouveau le chemin qui va des mythes aux idées, et le chemin encore plus ancien qui conduit des idoles aux mythes, c'est alors seulement que l'on comprend toute l'idée, et comment tous les hommes ont pensé successivement comme à l'intérieur d'une même pensée, jusqu'à toucher et éclairer enfin le monde insensible des pierres, des métaux et des vents. L'idée opposée fournit naturellement la contre-épreuve, étant familière en ceux qui n'ont point reçu la culture humaine et qui improvisent sur de nouveaux faits. Et cette autre idée, assez brillante au premier aspect, est faible et creuse lorsque l'on s'en approche. Je l'ai reconnue en ces sots pédagogues dont les instituteurs ne savent se délivrer. Car ils disent, entre autres choses, qui ont de grandes chances d'être niaises aussi, que l'originalité de l'enfant est précieuse par-dessus tout, et qu'il faut se garder de lui dicter des pensées, mais au contraire le laisser rêver devant une page blanche, de façon que ce qu'il écrira soit spontané et de lui, non pas du maître. Or, ce qu'il écrira, laissé ainsi à lui-même, ce sera justement le lieu commun, comme cet écolier qui, ayant à décrire une tour ancienne, n'oublia point les pierres noircies par le temps, alors qu'il pouvait voir d'un coup d'œil que la tour en question est sensiblement plus claire de couleur que les bâtiments qui l'environnent. Et cela fait voir qu'on n'observe jamais qu'à travers les idées qu'on a, ou, autrement dit, que les moyens d'expression règnent tyranniquement sur les opinions. D'où je reviens à mon idée, c'est qu'il faut aider l'enfant, et le diriger et le ramener, et que c'est par là que l'on fera sortir enfin sa pensée propre, chose rare, chose précieuse, en ceci qu'elle vaudra pour tous, comme un vers d'Homère. Faites seulement l'essai, pour une lettre, pour un récit, pour une description, de conduire les recherches du jeune écrivain, de l'inviter à regarder plus d'une fois les choses dont il doit écrire, de lui faire lire, relire et répéter de bons modèles sur les mêmes sujets, et de lui faire recenser, par groupe de mots, le vocabulaire dont il aura à se servir. Vous verrez naître alors la remarque neuve, l'expression nuancée d'un sentiment, enfin les premières remarques du style. Et, plus vous l'aurez aidé, plus il inventera. L'art d'apprendre se réduit donc à imiter longtemps et à copier longtemps, comme le moindre musicien le sait, et le moindre peintre. Et l'écriture présente cette importante vérité à ceux qui savent voir, car les écritures des gens mal instruits se ressemblent, et les différences, s'il y en a, sont d'extravagance ou d'accident. En revanche, l'écriture de l'homme cultivé est propre à lui, d'autant plus qu'elle est mieux soumise au modèle commun.